l'optimisation fiscale, la taxation des occupants sans droit ni titre, la traque et la sanction des fausses quittances, des faux certificats de taxes, des certificats recyclés. Nous sommes en train de faire ce travail sous la supervision du président de la République. Je ne vous en dirai pas davantage puisqu'il est en cours, mais la lutte et la compression de la fraude sur ces aspects-là va générer énormément de ressources. J'ai parlé de la subvention modulée du carburant, donc le ciblage. Et j'en passe et j'en passe. Il y a à peu près 37 mesures qui sont encore en cours d'évaluation et sur lesquelles nous comptons encore engranger pour dépasser largement les prévisions. L'exercice auquel nous nous livrons n'est pas seulement un exercice conjoncturel. C'est vrai, il y a une situation qui l'exige. Ça ne nous a pas été imposé de l'extérieur pour une fois. C'est souverainement qu'on a décidé de le faire. Mais au-delà de cette situation conjoncturelle, cet exercice nous permet de répondre à une des positions que nous avons toujours défendues. C'est que nous avons la capacité de faire évoluer de manière substantielle notre budget. Nous avons toujours dit que nous n'avons pas exploré peut-être le tiers de nos capacités. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'instauration de ces mesures et leur prolongement au-delà de ce délai de 3 mois doit nous permettre de hisser substantiellement le budget de l'État du Sénégal et d'offrir plus de possibilités à l'État de répondre aux préoccupations des Sénégalais. Pour revenir au PowerPoint, monsieur le technicien, je voudrais parler maintenant des axes du plan de redressement. Le plan de redressement vise à mobiliser ces ressources, mais pourquoi faire? Orienter vers quoi? Nos objectifs, c'est d'abord les services sociaux de base qui bénéficieront d'un financement plus conséquent. Le premier axe, donc, c'est l'appui aux ménages. Dans l'appui aux ménages, nous avons une offre plus importante, mieux orientée, de biens et services sociaux. Je veux parler des services liés à la santé, à l'éducation, à l'enseignement supérieur, au logement social décent, à l'accès à l'électricité et à l'eau, particulièrement dans le monde rural. C'est également l'obtention des titres de propriété facilités pour sécuriser les ménages. Et c'est les aides aux ménages pauvres, notamment la bourse de sécurité familiale, qui sera renforcée. C'est également une des préoccupations essentielles du président de la République et de mon gouvernement, c'est continuer à rendre le coût de la vie abordable pour nos concitoyens. Par l'approvisionnement, un meilleur approvisionnement du marché et éventuellement une baisse des prix des denrées. Et évidemment, la création massive d'emplois par l'abondement des fonds destinés au financement, particulièrement des jeunes et des femmes, pour l'employabilité et l'emploi. Toujours pour l'appui aux ménages, j'ai cité tantôt le cas des bourses de sécurité, et un meilleur ciblage, évidemment. Quand on dit cibler les subventions, certains proposent souvent de supprimer carrément les subventions et de faire des transferts cash qui profitent à partir du fichier RNU, qui nous permet de connaître les ménages considérés comme pauvres, de pouvoir les cibler directement par des cash transferts.
Et enfin, penser sérieusement à la gratuité de certains services de base, par exemple, pourquoi pas les médicaments génériques qu'on pourrait éventuellement rendre gratuits, mais c'est en réflexion. Pour le second point, c'est le soutien au secteur privé national et la libération des énergies créatives. L'accès au foncier revient parce qu'entreprendre nécessite, pour la plupart du temps, de pouvoir accéder au foncier. Des mécanismes simplifiés et accélérés pour permettre à ce secteur privé d'accéder au foncier. L'amélioration de l'accès à l'électricité, j'en ai parlé tantôt. L'un des éléments de compétitivité industrielle particulièrement, c'est le coût de l'énergie. Nous ne pouvons pas continuer à être à plus de 110% du coût de l'énergie et vouloir compétir avec des pays qui sont à 12 francs. Si je prends le cas du Qatar, mais qui a suffisamment de gaz pour le faire, ou 60 francs si je prends le cas de la Chine. Il faut aujourd'hui que nous travaillions à baisser substantiellement le coût de l'énergie, mais également l'accès aux autres sources d'énergie pour le secteur privé particulièrement, les énergies renouvelables, le solaire singulièrement. Le paiement de la dette due au secteur privé. Après finalisation de l'audit de cette dette, l'engagement que prend le gouvernement, c'est de payer intégralement cette dette pour permettre à ce secteur privé. Certains nous disent qu'il faut vous assurer que les dettes que vous allez payer, les montants qui sont reçus soient réinjectés dans l'économie. Nous ne pouvons pas le garantir ou l'exiger, mais je suppose que pour un investisseur, la logique voudrait que s'il reçoit des paiements par rapport à une dette, qu'il les réinjecte dans l'outil de production pour pouvoir être plus productif et participer à la construction de notre développement. Le développement des infrastructures dans les pôles, entre les pôles, dans les zones économiques, également est un engagement que nous prenons vis-à-vis du secteur privé. La mise en place d'une garantie marché pour faciliter beaucoup de choses, notamment avec les contrats triennaux, parce que beaucoup de membres de la société civile se plaignent de ne pas pouvoir avoir une prévisibilité par rapport au marché public. La réforme du climat des affaires, chantier que nous avons déjà initié avec la réforme du Code des investissements qui est en cours, du Code général des impôts, du Code des douanes, du Code minier, et j'en passe, avec l'objectif de réformer le climat des affaires, mais tout en sauvegardant les intérêts de l'État. La facilitation de l'accès aux intrants également, particulièrement pour le secteur primaire, est un engagement. Et enfin, l'accompagnement à la formalisation avec les guichets uniques et beaucoup d'autres outils qui permettraient d'accompagner une bonne partie de l'informel vers la formalisation. L'autre élément, c'est le développement des secteurs prioritaires, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Je ne ferai que les citer parce que je vous en renverrai au document Vision. Au début de mon exposé, je crois que j'ai sauté un slide pour vous dire que ce que nous faisons ne tombe pas du ciel. Nous avions d'abord le document Vision, nous avons ensuite le master plan décennal 2024-2034, nous avons la stratégie nationale de développement, qui est une stratégie quinquennale, nous avons même le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. J'aurais même pu citer la déclaration de politique générale. Mais ceci participe de ce premier point qu'on a appelé le redressement. Mais si vous vous rabattez sur le document Vision qui sera publié la semaine prochaine, Monsieur le ministre d'État, aujourd'hui, Monsieur le Président de la République me dit que ce sera publié aujourd'hui, ce document, tout ce que je vais développer ici dans ce document, les offres et les projections sur les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, la filière viande et lait, les industries légères, parce que dans le phasage, nous considérons qu'aucun pays ne s'est levé pour aller tout de suite vers les industries lourdes. Il faut pouvoir faire un ciblage et aller méthodiquement. Donc, le fer, la métallurgie et la sidérurgie, où nous avons des offres concrètes, même si ça semble être
des secteurs assez lourds. Et c'est pourquoi le pari de l'énergie est important. Une fois de plus, c'est la mère des batailles. Le logement social, pas ici sous le volet social, mais c'est des entreprises qui viendront faire des offres. L'agro-industrie, le tourisme, les BTP, le numérique, l'industrie pharmaceutique, chimique légère, l'industrie culturelle et créative, le textile habillement, les matériaux de construction et l'agro-industrie. Quels sont maintenant les impacts attendus? D'abord, sur le plan social, l'application de ce plan, combinée à toutes les autres initiatives, parce que ce que je vous ai montré ici n'a rien à voir avec les différentes réformes, par exemple les différents codes, même si, de manière anticipative, certains points validés ici devraient être pris en compte, mais nous allons anticiper parce que dès les prochaines semaines, nous présenterons à l'Assemblée nationale un paquet de réformes qui doit accompagner la mise en œuvre de ce plan. L'amélioration de la situation sociale des ménages en milieu rural et urbain, la facilitation de l'accès aux services sociaux de base, l'adoption de nouvelles mesures de baisse des prix de denrées, le renforcement du socle de protection sociale, la promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Je pense que je peux passer sur ces slides puisque j'ai déjà détaillé ces aspects plus haut. Et enfin, les impacts budgétaires attendus. C'est que ces ressources que nous voulons mobiliser conforteront la position de l'État par rapport à nos ambitions de souveraineté. Je le rappelle encore, il ne faut pas qu'on fasse des confusions. La souveraineté ne veut pas dire l'autarcie. Vous entendez des gens qui vous disent « oui, ils parlent de souveraineté, pourtant ils empruntent ». Ce n'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est avoir le choix dans les schémas que vous mettez en place, qu'on ne vous impose pas des modèles. C'est de pouvoir dire « ma priorité, c'est de mobiliser sur les marchés, dans des conditions les plus favorables, les taux les plus favorables, les maturités les plus favorables, et de ne recourir au multilatéral et notamment au FMI qu'en dernier ressort parce que je n'aurai pas d'autre solution. C'est le contraire de ce qu'on fait actuellement. C'est ça la souveraineté. Mais ce qui vous permet d'être à l'aise sur ça, c'est votre capacité à mobiliser des ressources endogènes, à assainir votre cadre macroéconomique. Et c'est ce travail qui va nous permettre effectivement de conforter la position de l'État. C'est le respect de nos engagements internationaux qui seront plus facilités. C'est la contribution. On ne dit pas que c'est ce plan qui va le faire à lui seul, mais il contribuera substantiellement à l'objectif d'atteinte de ramener le déficit à 3% en 2027. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de notre exposé. Ce que je voudrais dire aux Sénégalais, c'est que nous parlons souvent de souveraineté. Moom sa bopp